Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à construire l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains, car nous avons un continent à bâtir. Aujourd'hui, je vais partager davantage avec toi à propos de mon histoire et de mon parcours personnel. Je vais vous raconter particulièrement sous forme d'anecdotes certains moments difficiles que j'ai vécus ces dernières années en Europe et comment cela a profondément impacté ma vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceux qui suivent déjà la chaîne auront constaté que je publie une vidéo par semaine, c'est-à-dire les lundis, mais que ça fait déjà pas mal de temps que je n'ai pas publié. Je tiens ici à ce que vous sachiez que cette absence temporaire ne signifie nullement que j'ai abandonné l'aventure, bien au contraire. Je suis bel et bien là et je continuerai à publier. Une des leçons importantes que les moments difficiles que j'ai vécus dans ma vie m'a apprise, c'est que never give up. Accroche-toi et ne lâche jamais ta trajectoire. N'abandonne jamais le but. Si on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Si on ferme la fenêtre, casse le mur ou pince un trou sur la porte, en tout cas, fais quelque chose pour trouver un moyen et entre. Ça doit faire quelque chose comme 4 semaines maintenant que je n'ai pas publié de vidéo. La raison en est qu'à côté de ma chaîne YouTube, je travaille à développer d'autres business qui sont encore naissants. Ce qui signifie donc que je n'ai pas encore atteint le niveau où j'ai la capacité de recruter une équipe pour m'aider. Or, mes deux autres business avaient besoin que je leur consacre davantage d'attention car ils étaient à une phase critique de leur développement. Dans une prochaine vidéo peut-être, je vous raconterai les détails des événements autour de cette phase critique concernant ces deux business, ainsi que les résultats que j'ai obtenus, car si je le fais ici, cette vidéo risque d'être trop longue. Moi, je suis Patrice Yem et je vis en Belgique depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Sur ma chaîne GSV Africa, qui signifie J'entreprends sous vos yeux pour GSV, je parle essentiellement d'émancipation mentale, d'éducation financière et d'entrepreneuriat au sein de la communauté, tel que cela se vit concrètement depuis les débuts, quand on n'a encore rien et qu'on se cherche encore. Autrement dit, nous apprenons ensemble comment multiplier l'argent en tant qu'Africains en tenant compte de notre réalité qui veut que le plus souvent, la plupart d'entre nous partent en fait de rien pour réussir finalement à bâtir quelque chose. Et en plus, la vérité c'est que si nous Africains connaissions vraiment comment fonctionne le capitalisme, comment fonctionne l'argent et comment le multiplier, nous aurions déjà décollé sur le plan économique, d'abord individuellement, ensuite collectivement. Voilà pourquoi personnellement, ça fait 2 ans que je suis inscrit à l'école de l'argent et que j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous mon parcours pendant que je suis encore tout petit aujourd'hui, afin que nous vivions ensemble la réalité de l'évolution d'un entrepreneur africain depuis ses débuts. Cela fait partie de ma part de contribution pour permettre à mes frères et sœurs africains d'aujourd'hui et de demain d'apprendre la réalité de l'entrepreneuriat, du capitalisme et de l'argent, car nous reconnaissons tous humblement que nous ne connaissons pas encore. Mais comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé à créer cette chaîne YouTube et à créer d'autres business ici en Europe et aussi au pays, à être impliqué dans l'entrepreneuriat avec pour ambition d'avoir un réel impact à long terme au sein de ma communauté? Car je suis convaincu que l'entrepreneuriat, le fait de créer de la richesse sur le terrain grâce à une activité économique, est le moyen le plus efficace d'avoir un réel impact, non seulement pour soi-même dans sa propre vie, mais aussi pour la vie de sa famille et dans une plus large mesure pour la communauté africaine. Oui, c'est le moyen le plus efficace de changer personnellement son propre destin, celui de sa famille et même celui de l'Afrique. Pour en arriver à adopter ce point de vue et cette attitude vis-à-vis du business, de l'argent et du destin de l'Afrique, tout part de ma propre histoire. De comment je suis arrivé en Europe, voici bientôt 12 ans, et comment pendant 9 ans,
J'ai galéré le long de mon parcours. Je raconte globalement cette partie de mon histoire dans une autre vidéo que vous trouverez en bas en description et que j'épinglerai également à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à la regarder car non seulement elle est très édifiante, mais elle vous permettra aussi de mieux comprendre le contexte des situations dont je parle dans cette vidéo. Ce qu'il faut que vous sachiez en tout cas, c'est que sur les 9 ans, les 3 à 4 premières années ressemblaient relativement aux galères qu'on connaît tous en général quand on vient d'immigrer en Occident depuis l'Afrique. Mais les 5 années qui ont suivi, les choses ont empiré pour moi. Je suis descendu tellement bas que j'étais sûr d'avoir touché le fond. Il n'y avait pas eu un retournement de situation exceptionnel et inattendu dans ma vie pendant l'année 2017. Je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui en train de vous partager cette vidéo. Mais je vous raconterai ce retournement de situation exceptionnel dans ma vie durant l'année 2017 dans une autre vidéo plus tard. Aujourd'hui, je vais m'attarder particulièrement sur les 5 années qui ont été vraiment dures, où j'avais l'impression à l'époque de vivre vraiment en enfer. J'ai donc choisi de vous raconter comme ça, sans réel ordre chronologique, des petites anecdotes de ma vie de cette époque. Et comment cela m'a affecté au plus profond de moi-même. Je me rappelle le jour où je prenais le bus. Je suis entré et je suis allé m'asseoir sur le siège tout au fond du bus. Nous devions être en 2013 ou en 2014. Ça faisait quelques semaines que j'avais décroché mon master et pour pouvoir renouveler mon séjour en Belgique, je m'étais inscrit à un master complémentaire. En parallèle de cela, je continuais quand même à chercher du boulot, mais je n'en trouvais pas. Il y avait cependant 2 choses qui rendaient cette situation particulièrement difficile pour moi. La première, c'est que quand j'avais décroché un master dans l'une des meilleures universités du pays, des entreprises m'appelaient d'un peu partout pour passer des entretiens. Donc en moyenne, je devais avoir 3 à 5 entretiens par semaine, mais c'était toujours une succession de réponses négatives. En fait, si personne ne m'invitait à des entretiens, je me serais fait une raison et serais passé à autre chose. Mais quand les entreprises t'appellent de partout, tu vois très bien que tu es sollicité et chaque invitation crée de l'espoir dans ton cœur que le miracle peut se produire. Mais à chaque fois, les refus successifs tuent cet espoir encore et encore, et comme cela a duré pendant de longs mois, cela a fini par me rendre amer. Et de l'autre côté, c'était d'autant plus difficile à digérer car j'avais du mal à trouver un job étudiant régulier pour subvenir à mes besoins. Ce qui signifie que ma situation financière était désastreuse. J'arrivais à peine à payer mon loyer et à manger. Avec tout ça, je revois donc ce jour où j'entrais dans le bus. Je ne me souviens plus exactement où j'allais ce jour-là. Mais je me souviens très clairement que j'avais la capuche de mon vêtement sur la tête et dans mon cœur, j'étais bouillant de haine et d'amertume. J'en voulais à tous les occupants du bus. J'en voulais même à tous ceux que je croisais dans la rue en entrant ou en sortant du bus. Et en plus, ce n'était que le début d'une grosse dépression parce qu'il y a par la suite eu d'autres événements qui m'ont vraiment plongé dans une profonde dépression. Je me rappelle qu'assis dans ce bus, une pensée horrible a traversé mon esprit. À l'époque, on traversait une période où il y avait une série de tueries de masse aux États-Unis, notamment dans les écoles, et on en parlait abondamment dans les médias. Oui, vous l'aurez compris, la pensée horrible que j'ai à ce moment-là, c'est que je me suis senti réellement capable de faire quelque chose d'irréparable si l'accès aux armes à feu ici en Belgique avait été aussi facile qu'aux États-Unis. Qui aurait pu imaginer que moi, je ferais un jour une dépression dans ma vie? Je viens de l'Afrique,
où le lien social est tellement fort que même quand ça va vraiment mal dans la vie de quelqu'un, la présence volontaire ou involontaire de son entourage réussit d'une manière ou d'une autre à lui éviter de plonger dans une dépression excessive. Le jour où je me suis rendu compte que j'avais vraiment touché le fond en matière de dépression, il devait être 2 ou 3 heures du matin cette nuit. Ma situation personnelle avait empiré car il y avait non seulement la situation que je viens de vous décrire sur le plan professionnel et financier, mais il y avait aussi d'autres problèmes de la vie que je ne vais pas détailler ici et auxquels s'étaient rajoutés en plus des problèmes d'ordre sentimental. Bref, j'étais dans une phase de dépression telle que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je dormais à peine 3 à 4 heures à cette période-là. Donc, imaginez comment, pendant la journée, j'avais en permanence l'impression que ma tête allait exploser. Donc, la nuit dont je parle ici est justement une de ces nuits où j'avais perdu le sommeil. Ma chambre était au premier étage et il y avait une grande fenêtre avec vue sur la rue d'en face. Il était 2 ou 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir parce que dans ma tête, je n'allais pas bien du tout, et m'étais mis à la fenêtre de ma chambre que j'avais ouvert pour pouvoir prendre l'air. Et pendant que j'étais là à ruminer sur ma vie, où rien ne marchait et où j'avais l'impression que les choses s'empiraient parce que je ne voyais pas le bout du tunnel, ni la moindre solution à mes problèmes malgré mes efforts, j'ai regardé en bas. Et la pensée affreuse que je ne prononcerai pas ici m'est passée par la tête à ce moment. Je voulais juste que toute la souffrance profonde et douloureuse que je ressentais s'arrête. Et une des solutions pour que ça s'arrête était juste là, quelques mètres plus bas, au pied de ma fenêtre. Un frisson glacial m'a traversé parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que j'avais compris ce que ressentent les gens qui commettent l'irréparable. Parce que j'étais en train de vivre la tentation de faire la même chose. Mais je vais arrêter là pour éviter que ça devienne carrément glauque. Mais je n'aurais jamais imaginé, à aucun moment dans ma vie, même dans mes pires cauchemars, notamment quand je vivais encore au Cameroun, que j'aurais pu entretenir un jour, ne serait-ce qu'un instant, de telles pensées horribles dans mon esprit. Une dernière anecdote pour conclure. Sachez que j'ai fait jusqu'à 3 tentatives différentes pour trouver des solutions alternatives à ma situation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des explications parce que c'est un sujet délicat, mais ceux qui vivent en Occident et qui connaissent les réalités de cette vie comprendront mieux de quelles alternatives je parle. Cela m'aurait enfin permis de trouver un emploi et de pouvoir me construire un avenir. Malheureusement, les 3 tentatives ont échoué lamentablement et j'ai en plus perdu beaucoup d'argent dans le processus. Inutile de vous dire à quel point je broyais du noir pendant cette période. Je me rappelle ce jour particulier où j'étais dans ma voiture. Je venais de garer sur un parking près de chez moi et j'allais sortir pour rentrer. Mais je suis resté assis dans la voiture pendant encore quelques minutes, le cœur douloureux et rempli de désespoir. J'étais vraiment mal, car j'avais l'impression que ma vie était juste une succession d'échecs, de dépressions, de déceptions, et je ne savais pas quand je verrais enfin le bout du tunnel. D'ailleurs, je me demandais même s'il y aurait un jour un bout du tunnel. J'étais assis là, dans ma voiture, totalement brisé, et me suis mis à pleurer. J'ai pleuré copieusement et bruyamment pendant de longues minutes. Si quelqu'un passait par là, il se serait probablement demandé « Mais c'est quoi ce monsieur adulte de son état qui pleure comme un bébé seul dans sa voiture ?» Et comme si ça ne suffisait pas, ce jour-là, après avoir pleuré sur ma vie dans la voiture, je suis rentré chez moi et qui est-ce que j'ai trouvé dans le salon de la maison?
une amie de ma colocataire de l'époque, que je connaissais aussi, était venue rendre visite à ma colocataire. Elle était venue avec son fiancé. Ils étaient assis et discutaient tranquillement au salon. Là, j'ai senti la douleur violente transpercer mon âme, comme si on coupait mon cœur en petits morceaux avec un couteau. Mais attention, ce n'était pas directement eux le problème, puisqu'ils ne m'avaient rien fait de mal et se contentaient de discuter tranquillement. Ce qui me faisait aussi mal, c'est que je venais juste de pleurer sur ma vie dans la voiture, et là, je rentre et je tombe sur qui? Je tombe sur une amie de ma coloc, africaine de la diaspora comme moi, et qui quelques années plus tôt avait fait quasiment les mêmes études que moi. Donc, on avait un diplôme équivalent, mais elle avait réussi à trouver un travail grâce à son diplôme, et la vie avait l'air de lui sourire de partout, vu qu'en plus, elle s'était fiancée entre-temps. Dites-moi, à cet instant précis, qu'auriez-vous ressenti à ma place? Qu'auriez-vous fait? Comment garder son cœur afin de ne pas céder à l'envie, à la jalousie, à la méchanceté ou à ce genre de sentiments destructeurs dans une situation pareille? Je me rappelle que ce jour-là, j'ai juste à peine salué froidement ceux qui étaient assis et je me suis éclipsé rapidement dans ma chambre. Je ne sais pas s'ils avaient remarqué à quel point j'étais mal, puisque je venais juste de pleurer copieusement et à haute voix dans ma voiture. En tout cas, ce jour-là restera à jamais gravé dans ma mémoire. Combien d'Africains et d'Africaines de la diaspora vivent en secret et dans le silence des situations similaires, alors qu'ils ou elles croyaient venir trouver en Occident un avenir meilleur? Combien, avant de finalement réussir à sortir la tête de l'eau, aujourd'hui, sont passés par leur pire cauchemar, que ce soit financièrement ou professionnellement, ou même sur le plan sentimental? Parce que la vérité, qu'on n'ose pas souvent nous dire, c'est que même sur le plan sentimental, le fait de venir se chercher une vie meilleure ici à l'étranger a parfois pour bon nombre d'entre nous des conséquences très douloureuses, voire désastreuses. Nous devons faire parfois des choix intimes très difficiles qui auront des conséquences pas toujours agréables sur le reste de notre vie familiale. Car c'est de cette vie sentimentale que découle le type de famille que nous allons former. Or, la famille est la base du développement social de nos enfants, de nos adolescents et même dans une certaine mesure des adultes que nous sommes. Donc, c'est un aspect très important de notre vie en tant que diaspora africaine. Combien d'entre nous donc, pour espérer avoir un avenir, ont été forcés de faire des choix extrêmes et très difficiles sur le plan sentimental? Combien d'entre nous doivent subir sans broncher des injustices, des humiliations ou même des situations profondément dégradantes afin d'avoir une chance de s'en sortir ici à l'étranger? Combien d'entre nous pleurent silencieusement toutes les nuits seuls dans leur chambre parce qu'ils ou elles ne voient pas l'issue de leur situation depuis qu'ils ont quitté le pays? Voilà pourquoi je parle des victimes invisibles de la diaspora africaine qui se cherchent et dont on n'entend pas les cris silencieux, mais pourtant bien réels, parce que tous les regards sont braqués vers ceux qui traversent le désert à pied ou la Méditerranée à la nage. Non, ce ne sont pas les seules victimes de l'immigration. Il y en a aussi plein d'autres qui souffrent en silence, dans l'ombre, loin de leur pays. Et la vérité, c'est que la problématique au cœur de toutes ces situations est une problématique économique. Car nous tous, nous avons besoin de manger décemment pour vivre dignement. C'est pourquoi, après avoir moi-même expérimenté ce par quoi je suis passé pendant toutes ces années, je pense qu'il est de mon devoir
à mon humble niveau, de faire quelque chose afin que mes frères et sœurs africains et surtout les générations futures d'Africains et d'Africaines que sont nos enfants aient accès aux opportunités économiques auxquelles nous n'avons pas pu avoir accès sur place dans nos pays. Qu'ils et elles puissent avoir la liberté que nous n'avons pas forcément eue de faire leur choix de vie librement sans avoir sur le dos les contraintes que nous avons eues. Que les jeunes Africains et Africaines de demain n'aient plus besoin de galérer pendant 5 ans ou 10 ans avant de réussir à enfin avoir une situation stable dans la vie. Car ce n'est tout simplement pas normal. Je le répète, rien ne nous oblige à accepter cela, car ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas non plus une fatalité. Nous pouvons vraiment changer les choses, mais pour y arriver, il faut qu'on réalise que ce n'est pas normal que ce soit toujours nous les Africains qui subissions ce genre de dureté de la vie depuis des siècles. Qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose de concret pour réparer la situation. Si donc vous et moi, nous ne travaillons pas, chacun à son niveau, ne serait-ce que le plus petit, pour créer les entreprises, ainsi que les autres conditions qui vont permettre à nos frères et sœurs africains d'aujourd'hui et nos enfants africains de demain d'avoir accès aux opportunités et d'avoir le choix. Si donc nous ne le faisons pas, qui d'autre le fera? Elles ne tomberont pas du ciel et nos gouvernements ne peuvent pas tout faire. Nous avons un continent à bâtir, personne d'autre ne le fera à notre place. Et sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite également à la partager et à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre l'aventure. Merci à toi et à très bientôt sur GSV Africa.